Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Stéphane Richard, bonjour. Bonjour François Geffrier. Et bienvenue sur Radio Classique, ancien PDG d'Orange. Aujourd'hui vous êtes partenaire chez Perella Weinberg. Vous avez quitté vos fonctions de PDG d'Orange il y a tout juste un an. Est-ce que vous regardez encore un peu en arrière ? Oui, bien sûr. Je regarde l'entreprise, je regarde surtout le secteur des télécoms qui produit toujours pas mal d'actualités. Je regarde la situation de certains opérateurs européens, comme Vodafone, qui a publié ses résultats compliqués. Et rétrospectivement, je suis assez fier, je dirais, du bilan chez Orange, qui est une entreprise qui est forte sur ses appuis, qui a fait, je pense, les bons choix. Et voilà, et donc je n'ai pas de nostalgie ou de regret, c'est une nouvelle vie. Mais quand même, quand on passe de grand patron d'actifs du CAC 40 à banquier d'affaires, c'est une forme de prise de recul. Pas de regret sur cette période peut-être un peu plus trépidante ou plus exposée, on va dire. Vous savez, c'était une expérience fabuleuse d'être le patron d'Orange. Extrêmement riche, intense, dans laquelle j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je fais un métier complètement différent, dans une structure beaucoup plus petite, mais le métier lui-même, d'ailleurs, n'est pas le même. Et j'essaie de me consacrer à cette nouvelle vie qui ne manque pas de charme. Je savais bien qu'après 12 ans passés chez Orange, il fallait que j'écrive une nouvelle page. C'est le cas. Orange se recentre sur son métier de base et au passage se sépare d'une partie de votre héritage en tant que patron d'Orange. Est-ce que ça vous affecte ? Est-ce que vous avez un sentiment de gâchis ? On pense à deux, on va dire, pieds principaux qui étaient les contenus avec OCS, vous avez manœuvré le cinéma, les séries, et puis Orange Bank qui était là vraiment votre bébé. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce que vous appelez ce recentrage, c'est en fait microscopique par rapport à ce qu'est Orange. Puisque si vous additionnez les deux sujets que vous venez d'évoquer, vous arrivez au maximum à 200 millions d'euros sur 43 milliards de chiffre d'affaires. Donc je dirais, pour l'essentiel, on est dans une forme de très grande continuité dans les choix stratégiques d'Orange. Je pense notamment aux investissements qui ont été faits dans les réseaux, dans la fibre en particulier. Toutes les grandes opérations qui ont été faites en Europe, sur nos principaux marchés, en Espagne, en Belgique, en Roumanie. Voilà. Donc nous sommes dans une grande continuité, grande différence avec Vodafone, par exemple. J'en parlais tout à l'heure. Après, il y a effectivement ces deux sujets. Les contenus, j'en ai hérité moi-même. J'ai arrêté le foot. On nous a demandé si on était à nouveau candidat pour acquérir des droits de diffusion du foot. J'ai, là pour le coup, préféré arrêter cette aventure qui nous a coûté très cher et j'ai fermé cette chaîne. D'autres ont tenté d'ailleurs l'aventure, SFR, qui eux aussi ont fini par arrêter quelques années après. Exactement, et avec l'expérience, je dirais, je fais partie de ceux qui pensent vraiment que les opérateurs télécoms ne sont absolument pas faits et ne doivent pas aller investir massivement dans les contenus. Tout ce qui a été fait dans le passé, d'ailleurs, s'est traduit par des échecs retentissants. Donc le fameux mariage des contenus et des contenants, les tuyaux, donc on peut revenir jusqu'à Jean-Marie Messier dans les années 2000. Ça ne marche toujours pas 20 ans après, c'est sûr. Pas. Je vois pas une seule expérience au monde qui ait montré que ça marche. L'échec le plus retentissant, ça a été celui d'AT&T avec Time Warner, qui a voulu faire cette acquisition et qui a perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc je ne suis pas, j'ai jamais été en fait un adepte des investissements dans les contenus. On avait un objet qui était Orange Cinéma Série, je vais pas refaire ici d'histoire. Je l'ai complètement remodelé à l'époque. C'est devenu OCS. On a enlevé le nom d'Orange. On a élargi la distribution de ce produit. On est passé de 300 000 à 3 millions quasiment d'abonnés. Donc, je suis assez content de ce qu'on a fait sur OCS. La banque, c'est une toute autre histoire. Ouais. Ça, c'était vraiment votre création. Vous y avez cru. Aujourd'hui, elle fonctionne, mais n'a pas atteint ses objectifs en termes de rentabilité. On sait qu'elle est en vente. On sait aussi que c'est compliqué de trouver un repreneur. Notamment, les grandes banques françaises ont décliné. Est-ce qu'il aurait fallu continuer d'y croire en interne ? Je ne sais pas. Moi, d'abord, je suis respectueux des gouvernances qui se succèdent et donc que mes successeurs aient porté un regard un peu différent sur ce projet et veuillent l'arrêter. J'ai rien à dire. Je trouve ça tout à fait légitime. Je ne peux pas critiquer ça en soi. Moi, je voudrais peut-être juste rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Je n'ai jamais dit que la banque était destinée à fournir un profit additionnel par rapport à notre métier de télécom. C'était pas sa vocation. Sa vocation, c'était d'abord de proposer un service utile pour les Français, d'abord pour nos clients d'Orange, d'utiliser notre réseau de distribution physique, de valoriser la marque Orange et de créer en fait une valeur, de créer un fonds de commerce. Si vous voulez. Et moi, quand je vois les banques digitales aujourd'hui, toutes les banques digitales, les grandes anglo-saxonnes ou les banques digitales des banques françaises, aucune ne gagne de l'argent. Strictement aucune. Boursorama, qui a été lancé il y a plus de 20 ans, est toujours en perte. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être persévérant. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition.
C'est vrai qu'on a aussi d'autres priorités, je le comprends tout à fait chez Orange, donc je ne critique pas cet aspect-là. Mais je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs d'Orange Bank en France. Ce serait dommage, je dirais, de détruire tout cela pour un raisonnement purement financier. Stéphane Richard, vous qui êtes dans la banque d'affaires aujourd'hui, est-ce que vous repensez souvent aux discussions, plusieurs fois ouvertes et plusieurs fois refermées, sur une consolidation dans les télécoms, rachat de Bouygues Télécom par Orange ou par SFR, avec Free qui reprenait certains actifs? Souvent, vous étiez vraiment à la manœuvre, nuit et jour. Oui, il y a eu un bel épisode de cela en 2016, où on a eu pendant 3 mois des discussions intenses, effectivement à 4, et les principales discussions c'était entre Orange et Bouygues. Et vous targuiez d'ailleurs à l'époque d'être le seul qui parlait à tous, puisque Martin Bouygues, Xavier Niel, Patrick Drahi, c'est des fortes personnalités, ce sont 3 entrepreneurs. Oui. Je crois d'ailleurs aucun d'eux ne l'a jamais démenti, parce que c'était effectivement une réalité. À la fois parce que nous, on est l'opérateur historique, on était un peu l'église au milieu du village, et puis aussi peut-être par tempérament personnel. Chacun connaît les difficultés de communication, disons, qu'il peut y avoir entre certains de ces grands capitaines d'industrie. Mais finalement, ce secteur peut-il survivre? Apparemment oui, à 4 opérateurs, ça fait 11 ans que ça dure, la casse sociale, il en a eu, mais elle est derrière nous. Aujourd'hui, tout le monde va à peu près bien. Oui, vous savez, c'est un métier de cycle. En effet, je dirais, les 4 acteurs aujourd'hui ont à peu près réussi à trouver leur espace. Donc je n'anticipe pas d'ailleurs qu'il y ait de nouvelles tentatives de consolidation en France. Vous pourriez jouer à nouveau les facilitateurs en tant que banquier d'affaires? Bien sûr, ça c'est mon métier d'aujourd'hui. Vous êtes contacté ou pas? Est-ce que vous nous dites ça pourrait? Est-ce qu'il y a ça bruisse un petit peu? Non, pas vraiment, mais il rentre dans mon activité actuelle de voir tous ces acteurs régulièrement, de sonder les reins et les cœurs. Ouais. Ça discute pas, non. Mais en tout cas, moi, j'essaie d'être toujours là pour écouter un peu tous les bruits qui peuvent exister. Stéphane Richard, je vous entends parler du secteur des télécoms avec une forme toujours de gourmandise. Vous avez par ailleurs cité 2 fois Vodafone. Votre nom avait pu circuler pour en prendre la tête. Est-ce que vous pourriez reprendre un poste exécutif dans une grande société, éventuellement dans les télécoms, où tout ça, c'est vraiment derrière vous? Vous savez, il faut être réaliste. Il va avoir 62 ans cet été, je suis en pleine forme. J'adore ce secteur. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait des possibilités ou d'opportunités pour moi de prendre un rôle opérationnel. C'est pas ce que je souhaite non plus. Et non, je pense qu'aujourd'hui le temps des grandes missions opérationnelles est passé. Un mot sur l'affaire de l'arbitrage, puisque votre condamnation avait conduit à votre départ d'Orange après 12 ans à la tête du groupe. On sent que ça reste et que ça restera une blessure. D'ailleurs, le pourvoi en cassation sera examiné dans quelques jours, le 1er juin. Potentiellement, c'est la fenêtre de tir pour laver définitivement votre honneur? Vous savez, moi, je ne lâcherai jamais dans cette affaire. D'abord, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans exactement, quasiment jour pour jour, que cette affaire a commencé. Ça dit aussi quelque chose sur le temps de la justice. Je ne lâcherai jamais cette affaire parce que j'estime n'avoir aucune responsabilité, en tout cas certainement pas pénale dans ce dossier. Chacun sait que c'est pas moi qui ai décidé de faire un arbitrage. Chacun sait que je n'y ai pris aucun intérêt personnel, loin s'en faut. J'ai essayé de faire du mieux possible mon métier de directeur de cabinet, qui est pas facile. J'ai été relaxé en première instance. J'ai été condamné dans des conditions que j'estime incompréhensibles et injustifiées en appel. J'ai fait un pourvoi en cassation. La Cour de cassation l'examinera dans quelques jours. Avoir cette condamnation en appel, je dirais, c'est une forme de tâche que je ne veux pas garder sur moi. Stéphane Richard, parlons justement de ce métier dont vous dites qu'il ne manque pas de charme, banquier d'affaires chez Perella Weinberg. Le marché des fusions-acquisitions suit des cycles qu'on peut rapprocher a priori de l'économie générale. Qu'en est-il aujourd'hui avec ce ralentissement de l'économie lié aux contraintes monétaires des banques centrales? Est-ce que c'est très calme? Je dirais pas ça. C'est incontestablement le volume des transactions a baissé déjà l'année dernière et va continuer à baisser cette année. L'activité des banques conseils, notamment des grosses, est en réduction assez forte. Vous avez vu d'ailleurs que quasiment toutes annoncent des plans de réduction d'effectifs assez massifs. Donc on voit bien qu'il y a une contraction en volume du marché. C'est lié, je dirais, à la fois aux restrictions dans l'accès à la dette, notamment à la dette de marché, qui est beaucoup plus difficile à avoir. C'est aussi lié aux problèmes qu'il y a eu sur le système financier aux États-Unis ou en Europe plus récemment. C'est lié aussi au fait qu'il y a un ajustement des valeurs, parce que je dirais les 2 années, ou l'année spécialement post-Covid, a vu un emballement des valorisations. Là, on est aujourd'hui sur une forme d'atterrissage
qui est toujours une période un peu délicate parce que les vendeurs se disent c'est pas le moment de vendre et les acheteurs se disent c'est pas le moment d'acheter, il faut attendre que les valeurs s'ajustent. Donc on est un peu là. Maintenant, dire que le marché est inactif, non. Nous on est, je crois pouvoir dire chez Perella, très occupé, très actif. On est une petite structure en France, hein. Mais voilà, donc on est assez occupé. Oui, il y a beaucoup de dossiers. Il y a tout ce qui tourne autour des portefeuilles, de la rotation des portefeuilles des grands fonds de private equity, qui a été un peu ralenti, mais qui recommence je dirais son rythme normal là. Et puis il y a l'économie se transforme, l'intelligence artificielle arrive, la transition écologique s'accélère. Les contraintes, je dirais, de transformation des entreprises, elles n'ont pas baissé, bien au contraire. Et donc ça amène aussi des réflexions, des idées et des mouvements dans lesquels nous essayons de jouer notre rôle. Et ça joue dans quel sens votre CV d'ancien patron du CAC 40 ? C'est un plus à condition que ça ne soit pas seulement, je dirais, mon nom ou ma présence, bien évidemment. Oui, c'est un plus. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai une certaine facilité d'accès aux décideurs, disons, que je connais par la force des choses, la plupart d'entre eux. Deuxièmement, parce qu'avec eux, et je peux partager une forme de vécu commun, les contraintes que ça représente en termes de gouvernance, en termes d'enjeux politiques, de régulation, sociaux, etc., financiers. Et puis, la dernière chose, c'est que moi, j'ai eu aussi une expérience de manager dans des entreprises qui ont fait des LBO, notamment chez Nexity. Et ça me donne, je le constate aujourd'hui, une sorte de complicité, si vous voulez, avec les équipes de management qui sont elles-mêmes dans des sociétés avec des fonds qui représentent une grande partie de ces sociétés. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu particulier dans ce milieu de la banque d'affaires. Un banquier d'affaires heureux ce matin. Merci beaucoup Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange, partenaire chez Perella Weinberg, notre star de l'écho. Très bonne journée à vous.